Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Le 30 janvier, le Premier ministre français va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et puis ensuite devant le Sénat. L'occasion pour Gabriel Attal de clarifier le programme de son gouvernement. La liste des ministres qui vont compléter le gouvernement sera aussi dévoilée à la suite de cette déclaration publique. Pour discuter de ce sujet tout le long de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici dans le studio Jean-Christophe Gallienne, politologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique. Bonjour et Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors Jean-Christophe Gallienne, je commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'un discours de politique générale? On comprend qu'il s'agit des grandes orientations du programme du gouvernement qui tient plus de la tradition que du droit constitutionnel. Il n'y a pas d'obligation constitutionnelle, pour le résumer rapidement. Il y a un usage républicain, c'est-à-dire qu'on vient, lorsqu'on inaugure finalement son mandat de Premier ministre, disons-le comme ça, on vient préciser, incarner, promouvoir finalement une vision de politique générale, qui d'ailleurs, en général, c'est le cas de le dire, vient s'inscrire dans celle du président de la République, puisqu'on est quand même dans un système binomial, avec à la tête du pays un président de la République, et sous ses ordres, un Premier ministre qui vient, qui lui émane d'une assemblée. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il va y avoir comme défi pour Gabriel Attal, comme pour ses prédécesseurs? C'est d'essayer d'incarner le rôle, une fonction, c'est-à-dire que là c'est un élément très individuel, il a besoin de trouver un espace, il a besoin d'affirmer une personnalité, un ton qu'on lui connaît par ailleurs, mais que pour certains considèrent qu'il est encore le porte-parole du gouvernement, d'autres le ministre de l'Éducation, mais il doit devenir un Premier ministre, et c'est quand même le moment fondateur, en tout cas un des moments importants de ce début de mandat. Après, il y a une dimension collective, c'est-à-dire que la dimension collective, elle est encore une fois sous l'autorité du président de la République, mais il est le chef d'un gouvernement. Et donc, il a autour de lui un certain nombre d'acteurs qui sont d'autres ministres, qui seront avec lui, qui seront autour de lui. Et puis, on sait qu'il va annoncer ensuite la suite de ce gouvernement. Donc, il doit incarner aussi cette autorité. Cette fois-ci, c'est plus une fonction d'incarnation, mais d'autorité qui doit lui permettre de dire, voilà, moi je suis un chef de gouvernement, maintenant j'ai 34 ans certes, mais j'ai été désigné par le président de la République et je vais être là vraiment comme un chef de gouvernement. Chef de majorité, c'est pas très loin. Alors lui, il a une majorité en plus qui est complexe, parce que c'est pas une majorité absolue, c'est une majorité relative, mais qui est en lien avec la majorité présidentielle dans un contexte préélectoral, voire électoral. Donc il a un troisième rôle qui va devoir certainement aussi circonscrire, expliquer ou en tout cas évaluer. Et puis enfin, il y a ce défi qu'il a par rapport à la figure tutélaire du président de la République. C'est quand même un moment où, entre l'individuel et le collectif dont je viens de parler, il y a quand même ce côté-là, qui je vais être, et c'est mon moment finalement pour aussi trouver mon espace par rapport au président de la République. C'est-à-dire que, est-ce que je suis dans ses pas, est-ce que je suis son soldat, ou est-ce que je suis plus qu'un soldat, quand même quelque chose qui peut incarner autre chose? Alors, incarner le rôle, prendre sa place vis-à-vis d'un président, mais d'un président qui a décidé d'ailleurs quand même de griller la politesse à son Premier ministre avec une grande messe devant la presse où il a donné les grandes orientations du gouvernement quand même. Oui, alors ce qu'il y a d'assez surprenant dans cet exercice, cette fois-ci, c'est qu'il intervient assez tardivement par rapport à la nomination, maintenant début janvier, de M. Attal. En général, si vous voulez, c'est un exercice qui s'effectue au plus près de la nomination, sauf que lorsqu'il y a en effet une présidentielle et des législatives qui suivent après, où là on attend le résultat des législatives. Mais là, on est vraiment dans une configuration qui, de ce point de vue-là, est assez, j'allais dire, nouvelle dans l'histoire de la Ve République, une intervention assez tardive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, si vous voulez, il faut en revenir à la raison de sa nomination. Je crois que c'est ça qui est très important. Pourquoi Gabriel Attal a succédé à Mme Borne? Il a succédé à Mme Borne parce que le président de la République, d'abord, voulait tourner la page très rapidement d'une année 2023 qui avait été particulièrement difficile sur le plan parlementaire, la loi retraite, la loi immigration en fin d'année, les émeutes urbaines, etc., etc., etc. Autant d'événements qui, d'une certaine façon, avaient quand même particulièrement marqué l'opinion publique de manière pas toujours très positive. Donc ça, c'est un premier point. Donc on va nommer un jeune Premier ministre, le plus jeune qu'on ait jamais nommé sous la Ve République, pour essayer d'effacer, si vous voulez, cette année et de passer à autre chose. Le deuxième objectif, c'est essayer d'incarner, si vous voulez, une relance
de son quinquennat, qui aujourd'hui, d'une certaine façon, est perçu comme un peu encalminé, un peu, disons, bloqué, parce que le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ça va être quand même le deuxième objectif. Le deuxième objectif de M. Attal, c'est de voir comment, s'il peut, en fonction justement de ce discours de politique générale, par la suite, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, essayer d'élargir la base parlementaire de la majorité présidentielle. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est la législature, cette 16e législature, avec la majorité la plus relative qu'on ait jamais connue sous la Ve République. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et troisième objectif, c'est un chef de campagne électorale, M. Attal. Il est chef de la majorité, chef du gouvernement, mais il y a des élections qui arrivent. Et l'enjeu aujourd'hui essentiel sur le plan électoral pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire baisser la pression que tous les sondages objectifs du Rassemblement national, qui est très largement en tête aujourd'hui dans les intentions de vote. Donc il va chercher un jeune Premier ministre qui va tenir en plus un discours politique, qui est un discours qui est censé quand même s'adresser à un électorat plutôt conservateur, en tout cas les thématiques qui sont aujourd'hui utilisées par M. Attal, de même que les thématiques que le président de la République a utilisées lors de sa conférence de presse, étaient des thématiques d'autorité, de classe moyenne, donc d'éducation que l'on restaure avec un certain nombre de principes, notamment les humanités, qui étaient censés quand même, sont censés plutôt parler à la droite. Alors, est-ce que justement, peut-être d'ailleurs pour parler justement à la droite, il y a aussi une question de forme. C'est que normalement, le Premier ministre, quand il fait son discours pour présenter sa politique générale, il le fait devant l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui le représente au même moment devant le Sénat. Or, cette fois-ci, Gabriel Attal a décidé d'aller lui-même, le lendemain, le 31 janvier, parler devant le Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut lire cette Alors, je pense décision de mémoire que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ve République que des premiers ministres fassent le double exercice, mais je pense qu'en effet, Mme Borne ne l'avait pas fait. Elle l'a fait dans la même journée. Elle l'a fait dans la même journée, oui. Elle a dû le faire. En fait, c'est la suite de Mme Borne, en fait. D'accord. Mais en fait, bon, il y a ça, en effet, ce prolongement-là. Et puis, si vous voulez, il a besoin du Sénat. Il a besoin du Sénat, et on l'a vu, parce qu'il y a un certain nombre de textes, lorsque c'est bloqué à l'Assemblée nationale, où l'aide, éventuellement, ou le support du Sénat est important. Je rappelle quand même qu'au moment de la discussion de la loi sur les retraites, c'est la commission mixte paritaire qui réunissait à la fois les sénateurs et les députés qui a permis de construire un texte que le Sénat a voté et qu'ensuite l'exécutif a fait voter en utilisant le 49.3 et avec le dépôt d'une motion de censure. Il faut aussi comprendre que, si vous voulez, dans ces commissions mixtes paritaires, aujourd'hui, la majorité n'est plus majoritaire. C'est un sujet en soi, en l'occurrence. On a vu sur l'IVG, par exemple, le Sénat n'est plus vraiment dans le même sens que la majorité Vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire adopter une réforme constitutionnelle si vous n'avez pas le support du Sénat, parce qu'il faut le vote dans les mêmes termes à la fois par l'Assemblée et par le Sénat, et il faut ensuite que le Congrès réuni, le Parlement réuni en Congrès vote au 3/5 une réforme constitutionnelle. Donc, Gabriel Attal, il a multiplié les déplacements récemment. Il disait qu'il ne voulait pas préparer son programme de pied à un bureau. Et puis, on l'a vu dans un exercice assez spécifique le 20 janvier, c'était dans le Rhône, quand il a fait cette rencontre avec les Français pour sa politique générale. Ça a un peu rappelé le grand débat d'Emmanuel Macron quand il s'agissait, après les Gilets jaunes. Vu qu'on lui reproche beaucoup d'essayer de ressembler à Emmanuel Macron, là, pour le coup, on y était. On y était, et en même temps, ça a été réfuté. C'est-à-dire que pour le coup, on disait non, je suis très différent. Et en même temps, au même moment, on disait mais il est comme le président de la République, la communication autour de lui. Bien sûr. Du Premier ministre, il travaille beaucoup, il dort peu. Voilà, on est malgré tout. Et dire qu'on ne veut pas lui ressembler, on réfute cette ressemblance, c'est en réalité c'est faux. Il joue en permanence dans cette espèce de côté cloné et avec potentiellement l'idée d'une même réussite, d'une même dynamique, d'un même dynamisme. Ce qui est intéressant, c'est de dire que quand Arnaud disait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui était long. Au départ, il y a eu, à mon avis, une planification, si vous voulez, des interventions. C'est-à-dire que le contexte de prise de parole dans cette idée de relance du quinquennat, dans cette idée d'affrontement électoral à venir, c'était de saturer l'espace politique avec la nomination du gouvernement, le président de la République en conférence de presse, parce qu'on s'est dit, mais oui, il ouvre pour une fois, il ouvre un espace à Gabriel Attal, à quelqu'un qui est un peu comme lui, qui aime les médias, qui est un animal politique, qui adore aller sur le terrain, qui adore prendre la parole.
On ne sait pas trop sur le terrain concret de ce qui est fait, mais en réalité, ça, c'est une autre affaire, l'éducation nationale. Mais par contre, aller sur le terrain, embrasser les sujets, prendre le réel et essayer de trouver des phrases qui collent au réel. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il sait faire. Et donc, on s'est dit, il va ouvrir quelque chose. Puis, on a vu le président de la République parler en premier, et on s'est dit, ça y est, il lui coupe le sifflet. Non, je pense qu'il y avait une programmation, mais cette programmation, encore une fois, est très théorique, dont l'événement dont vous parliez, qui a été une unité. Je ne suis pas certain que dans l'évaluation qui en a été faite, ça va tant se reproduire que ça, surtout que ce qui est prévu n'est pas le réel. Le réel, ça a sauté. C'est-à-dire que c'est Amélie Oudéa-Castéra, c'est la crise agricole. Et tout ça a fait, non pas exploser la planification d'Emmanuel Macron, mais en tout cas l'a contrarié beaucoup. Et donc, du coup, les délais dont parle Arnaud se voient beaucoup. Autant l'opposition était embêtée au départ, parce qu'on sentait bien que les oppositions, elles avaient du mal à réagir à cette espèce de planification. Et puis, il y a plein d'événements, comme par hasard, qui se sont révélés et qui, aujourd'hui, contrarient cette planification. Donc, pour Gabriel Attal, l'exercice qu'il a essayé de faire, on ne sait pas trop si elle va se reproduire parce que l'analyse a été un peu incertaine. Et puis, il y a encore eu un événement autour. Et puis aujourd'hui, vous allez faire quoi? Vous allez le faire comme l'a fait Emmanuel Macron au moment de la crise des Gilets jaunes. Il faut être très fort, très costaud. On va l'accuser encore une fois de choisir les gens qui parlent et ainsi de suite. C'est difficile. Et il est dans une période où là, il va devoir, lui, avoir une grosse pression sur ses épaules. C'est-à-dire que pour le coup, ce que disait Arnaud est très fort. C'est-à-dire que on va le voir aussi dans le choix l'extension du temps, il lui fait reposer sur ses propres épaules à lui. Le président de la République n'est plus là, où il reviendra certainement entre-temps, mais il est un peu seul. Il est un peu seul aujourd'hui. Il sera certainement seul à l'Assemblée aussi, parce que son gouvernement, en plus, il est peu nombreux. On a un gouvernement réduit, on l'a vu à la conférence de presse. C'est une petite équipe. Donc, c'est un grand moment, mais qui va se retourner. C'était qu'à un moment où on exploitait, pour le coup, l'idée qu'on planifie ces prises de parole, on va dérouler quelque chose. Et puis aujourd'hui, ça ne se retourne pas contre eux, mais ça, c'est en tout cas beaucoup plus difficile, en réalité, à organiser. Très bien. On va continuer dans la deuxième partie de l'émission, justement, pour entrer dans le vif du sujet et de parler de ces axes prioritaires dont voudrait parler la semaine prochaine le Premier ministre Gabriel Attal. On s'arrête le temps d'un bulletin d'information et on revient tout de suite après. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette spéciale de Demain à la Une que nous consacrons donc au discours sur la politique générale de Gabriel Attal à venir le 30 janvier. Aujourd'hui, on l'a vu, le Premier ministre multiplie les déplacements pour pouvoir préparer son discours qu'il ne veut, dit-il pas, préparer à partir de son bureau. J'ai toujours avec moi Jean-Christophe Gallienne, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique. Merci à vous deux de rester avec nous. Alors, on va peut-être recommencer sur la première priorité dont il a parlé quand il était dans le Rhône, Gabriel Attal, et il a dit « Je voudrais continuer à soutenir la France qui travaille ». Est-ce que cela rejoint un petit peu cette image qu'on entend depuis quelques jours, à savoir un Gabriel Attal qui essaie de s'ériger en Premier ministre de la classe moyenne ? D'une classe moyenne qui, en plus, aurait comme positionnement politique d'être quand même entre le centre droit et la droite. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu un déplacement à travers la nomination du gouvernement, pas lui en particulier, mais l'équilibre politique interne de ce gouvernement, assumé, semble-t-il, avec une prise de parole qui correspondait du président de la République et puis après... On parle de l'ordre. Exactement, du Premier ministre, identité, ces gens qui travaillent. Voilà, on est quand même dans un verbatim qui est celui qu'on trouverait d'abord plutôt, on se dirait sur une partie des LR. On voudrait entendre côté LR d'ailleurs, qu'on n'entend pas forcément de cette manière-là. Et donc, on assume cette idée qu'on part sur cet espace-là. C'est un pari qui est fait, à mon avis, sur ce que disait tout à l'heure Arnaud aussi, sur l'enjeu électoral qui se positionne pour le président de la République et semble-t-il pour Gabriel Attal aussi dans la compétition sur cet espace et sur l'espace général avec le Rassemblement national. Il y a un binôme générationnel, un alter ego qui a été nommé Premier ministre. Alors l'autre, il est un peu plus jeune, mais c'est 28-34. Voilà, c'est ça. Le RN est à 30. Et c'est un vrai enjeu parce que la Renaissance est à 20. Et donc, dans ce cas-là, si après juin, si on reste à 20 points, c'est difficile d'entamer, enfin plus exactement de poursuivre ce quinquennat de manière très sereine. Je ne parle même pas de l'aspect européen, de ce qu'on peut regarder. Donc, et ça veut dire aussi qu'autour, d'autres partis vont bouger. C'est-à-dire qu'il y a, pour le président de la République et pour le Premier ministre, un défi qui est au RN et un défi chez les LR. Alors, les LR, on a l'impression qu'ils sont bloqués à alors 7, 6, on ne sait pas trop combien de points par là. Et eux-mêmes disent ça va être difficile, c'est une élection compliquée. Donc, il y a ce défi ici. Et ça rejoint une inclination qu'on avait pour certains identifiée
depuis cette année 2023, qui était une année, encore une fois, compliquée, pour pas dire avec des événements difficiles. Et donc le président de la République, il a fait un vrai choix d'aller sur ce terrain-là, puisque c'est lui qui décide, avec un Premier ministre qui, semble-t-il, incarne. Et donc on va voir. Maintenant, les événements qui ont eu lieu depuis peuvent aussi très largement me laisser penser que le discours sera peut-être un peu moins déséquilibré au sens de la Macronie et de cet en même temps qu'on avait l'habitude de voir, et qu'on pourrait avoir quelque chose qui, dans l'objectif d'aller chercher une majorité, ou en tout cas de fixer déjà, parce qu'avant d'aller chercher la majorité, l'enjeu de Gabriel Attal, c'est de fixer cette majorité relative dans ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait des frondeurs, et comment on fait ? Alors, il y a un autre sujet qui est très important pour Gabriel Attal, en tout cas c'est ce qu'il a expliqué aussi lors de ses récents déplacements, c'est l'éducation. Et là, les choses se compliquent un petit peu, parce qu'il a été un ministre éphémère à l'éducation, à peine quelques mois. On lui a reproché d'ailleurs d'être très vite parti, alors qu'il disait qu'il voulait porter la cause de l'éducation. Il continue de dire aujourd'hui que c'est une priorité pour lui en tant que Premier ministre. Et eh bien, en face, arrivent d'autres polémiques qui touchent la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui compliquent un petit peu la donne pour l'éducation en tant que priorité. Oui, alors il y a plusieurs sujets. En effet, le premier sujet, d'abord, Madame Oudéa-Castéra est à la tête d'un super ministère où vous avez l'éducation, la jeunesse, les sports, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Donc difficile de dire que c'est une priorité, on a déjà le sentiment que l'enjeu éducatif est un peu dilué. En tout cas, ça a été ressenti comme tel par les professionnels de l'éducation et le corps enseignant. Ensuite, il y a évidemment, pour filer la métaphore sportive ou rugbystique, l'entame, j'allais dire, de Madame Oudéa-Castéra dans sa fonction qui, le moins qu'on puisse dire, suscite un certain nombre de controverses et de polémiques qui viennent brouiller le début de M. Attal dans sa fonction de Premier ministre, parce qu'il court après une polémique qui ne cesse de feuilletonner. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Mais troisième sujet, si vous voulez, on a déjà un Premier ministre qui, en 3 semaines, finalement, a vu à son corps défendant se dilapider ce capital de communication que le président de la République avait investi en lui, en raison d'abord, en effet, de cette polémique et de cette controverse qui vient, en effet, d'une certaine manière, brouiller l'image de ce nouveau gouvernement, et puis aussi en raison d'une crise qui, sur le terrain, une crise agricole que le gouvernement n'a pas vu venir, alors qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles qui, depuis un certain nombre de semaines, remontaient largement des territoires, notamment, je pense, sur la question du gasoil non routier, où il y avait là une demande des agriculteurs. Et si vous voulez, le Premier ministre est déjà confronté. C'est pour ça que ce discours de politique générale, il arrive alors qu'il est déjà dans le baptême du feu. Le discours de politique générale ne sera pas le baptême du feu de ce Premier ministre. Le baptême du feu, il est en train, aujourd'hui, d'avoir lieu avec, entre autres, cette crise agricole. Ensuite, il n'en demeure pas moins que, en effet, si l'on écoute le président de la République lors de sa conférence de presse, il a quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, consacré un temps important de cette conférence de presse à l'enjeu éducatif. Il a envoyé là aussi un certain nombre de signaux sur l'autorité, sur l'uniforme éventuellement à l'école, sur les humanités, sur les cours d'instruction civique, sur le fait que les enfants devaient apprendre à chanter la Marseillaise. Autant de, si vous voulez, de marqueurs qui là aussi parlent, en tout cas, à un électorat qu'il essaye d'abord de conserver, parce que c'est très important. Il faut bien comprendre que l'électorat macroniste a évolué. L'électorat macroniste de 2022 n'est plus forcément l'électorat macroniste de 2017. Une partie de l'électorat de François Fillon, notamment, a voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron en 2022. Donc il doit aussi tenir, j'allais dire, compte de cette sociologie électorale qui a un peu évolué. Alors il y a la santé aussi, avant de revenir à l'agriculture, un secteur sous tension. Il a fait des déclarations très vite, c'était le 13 janvier, où il a parlé en visite au CHU de Dijon d'une grosse enveloppe de 32 milliards d'euros d'investissements supplémentaires sur les 5 ans à venir. Il s'est fait épingler par le secteur parce qu'on lui a dit, attendez, mais ça c'était déjà prévu, ce n'est pas une enveloppe supplémentaire. Et du coup, on lui reproche un petit peu aujourd'hui, dans ce secteur qui attend énormément de ce gouvernement, on lui reproche finalement juste des effets d'annonce. Eh bien, c'est toujours quand le réel vous revient à la figure. C'est-à-dire que quand il entame, il va directement au contact.
Et c'est plutôt intéressant d'aller au contact, d'aller effectivement moi j'ai pu commenter cette visite-là, et c'est vrai qu'il y avait immédiatement les phrases qui lui faisaient mal. C'est-à-dire qu'il a été confronté à des phrases comme « l'hôpital est en train de mourir ». Il a été confronté à des demandes qui étaient des demandes du réel. Il est allé courageusement, en tout cas, face à ce réel, après avoir déjà tenté de le faire avec la ministre de l'Éducation nationale et des Jeux Olympiques et du sport et rien. Et puis ça s'était mal passé. Il y retourne. Après, ça s'est un petit peu calmé. C'est-à-dire que pour le coup, c'est difficile parce que, effectivement, ce temps est très long lorsqu'on est dans un moment où on croit maîtriser, on croit pouvoir dérouler, on a médiaplané, on a fait une planification politique, des interventions, des moments, ainsi de suite. Je le redis, ça ne s'est pas passé parce que le réel est toujours plus compliqué. Et là, du coup, les conversations, les annonces qui ont été faites tout de suite après ont pratiquement été des annonces, là aussi, de chiffres. Voilà, on a tout de suite ce réflexe d'un carnet de chèques qui est un carnet de chèques virtuel, puisqu'ensuite, il faut que ça passe par Bercy et qu'ensuite, ça soit validé. Et ce sont les chiffres. Or, aujourd'hui, dans ce réel qui écoute et qui comprend, on n'est plus très impressionné par les chiffres. Ça sera le cas avec les agriculteurs, pareil. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on ne croit plus aux chiffres tant que ces chiffres ne tombent pas un jour dans votre poche ou dans votre porte-monnaie ou dans votre caisse d'hôpital ou je ne sais quoi. Et donc, ça rajoute encore quelque chose qui était vieux. Le message d'Emmanuel Macron avec Gabriel Attal, c'était un peu 2017, on va renverser la table. Allez, c'est fini. Cette fois-ci, on rechange vraiment et on jette la jeunesse au milieu de ce combat. Et cette jeunesse va nous parler différemment. Et on croyait effectivement que ça pouvait être le cas. Or, il a fait de la vieille politique. Immédiatement, il s'est trompé. Il a fait de la vieille politique comme s'il avait été préparé un apparatchik des années 80, 90, voire 2000. Et donc, à partir de là, tout s'est effondré. C'est-à-dire que moi, je crois que la difficulté, alors aujourd'hui, on n'en parle même pas, parce que c'est une crise qui est à l'œuvre. Ce n'est pas lui qui provoque une mauvaise onde ou par rapport à une audience qui l'écoute et qui attend des chiffres ou des annonces. Mais là, c'est une crise qui le frappe et qui va le frapper durement. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même cas de figure avec un président de la République qui, en plus, n'est pas là, qui est parti, parce que c'est normal, il est président de la République en Inde, ainsi de suite. Mais ce moment-là va être un moment très fondateur. Or, il est déjà quasiment joué. Quand Arnaud dit tout à l'heure, oui, c'est très loin, c'était planifié comme tel et aujourd'hui, ça se retourne contre eux parce que ça va être un discours défensif. Le discours de politique générale, en général, il devient offensif. Il vient raconter une histoire qui va se dérouler. Là, il va devoir répondre déjà. Il va devoir répondre de la crise qui est en cours, d'autres crises qui sont là, soyons clairs, c'est pas la crise d'agriculture seulement, c'est un monde rural. C'est quoi, là, dont on parle? On parle d'une surface générale de la moitié de ce pays. La surface agricole utilisée, c'est la moitié de ce pays. Quand vous prenez les villes de moins de 1000-5000 habitants, c'est beaucoup de monde. C'est de l'électorat et c'est une autre France qui, aujourd'hui, dit son mal-être et son malaise. C'est une crise qui est à l'heure. Et donc, aujourd'hui, il va devoir se défendre là où, au départ, il devait raconter et dérouler son objectif. Alors, en parlant de se défendre et en parlant de cette colère des agriculteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui montait un petit peu, on a l'impression qu'on l'a un peu mal senti. Au moment où nous enregistrons cette émission, les annonces n'ont pas encore été faites par Gabriel Attal, mais peu importe. Lui, ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'il a reçu quasiment tous les représentants syndicaux du secteur. Il a fait une réunion jeudi avec le ministre de l'Agriculture, de la Transition écologique et le ministre de l'Économie aussi. Et on a l'impression, alors c'est très important comme sujet, mais on se pose aussi la question sur une certaine indulgence vis-à-vis du monde agricole avec tout ce qui se passe, même s'il y a de la casse, même s'il y a des choses qui brûlent, etc. On l'a vu, même le ministre de l'Intérieur semble plutôt calme et prendre de la distance vis-à-vis de ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut lire ça ? D'abord, il faut comprendre que, si vous voulez, à ce stade, ce mouvement paysan qui est en train de mobiliser sur l'ensemble du territoire bénéficie d'un soutien massif des Français. Tous les sondages démontrent que les Français sont derrière la profession agricole parce qu'ils considèrent d'abord que la profession agricole permet au pays de disposer d'une autonomie alimentaire d'ailleurs relative et qui s'infléchit, comme le montrent les chiffres des importations. Mais, si vous voulez, il y a cet attachement-là qui est très important. Ensuite, la situation, si vous voulez, sociale, économique de l'agriculture et des agriculteurs est une situation extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Donc ça aussi, si vous voulez, ça joue vraisemblablement dans l'appréhension que le gouvernement a du milieu agricole, et on peut le comprendre d'une certaine manière. Le troisième point, c'est qu'ils ont le souvenir des Gilets jaunes. Ils ont le souvenir des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est pas si lointain que ça. C'était en 2018. Et si vous voulez, quelle a été l'attitude qu'ils ont opposée au moment où le mouvement des Gilets jaunes commençait à prendre place sur le terrain? C'était une attitude finalement d'indifférence, voire parfois même de
de mépris. Et donc, ils ne veulent pas, si vous voulez, reproduire vis-à-vis des agriculteurs la mauvaise impression qu'ils avaient pu, en tout cas, produire en 2018. Tout ça expliquant vraisemblablement le fait qu'ils ont aujourd'hui un comportement qui est un peu différent. Merci beaucoup Arnaud Bénédettier, merci Jean-Christophe Gallienne d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon week-end sur France 24.